Le 21e siècle. En Finlande, le destin hors norme d'un musicien sourd. Il n'a jamais renoncé à son rêve. Ceux qui me disaient d'arrêter n'ont fait que renforcer ma détermination. Cela m'a donné envie de parier, de faire les choses bien et de prouver qu'ils avaient tort. Et je l'ai fait. Par son combat, cet homme a fait taire définitivement tous ceux qui doutaient de lui. C'est une nation qui doit se réinventer. Le Rwanda, après le conflit, la renaissance, qui passe par les femmes. Et en Bolivie, des conditions de vie très difficiles en altitude. Je me demandais pourquoi dois-je vivre dans une pauvreté extrême. Souvent, nous n'avons rien à manger. C'est un animal, présent ici depuis toujours, qui apporte aujourd'hui l'espoir à la population, l'alpaga. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Au lycée, on lui disait qu'il n'avait aucun espoir de faire carrière dans la musique. Forcément, il était sourd. Mais lui n'avait qu'un rêve, devenir une star du rap, diffuser sa musique, son message dans le monde entier. Voici l'histoire d'un défi, d'une détermination à toute épreuve. Voici l'histoire de Signmark. It ain't easy, man. Picture yourself in my shoes. The daily life of me, yeah, this is my blues. Je pouvais sentir le rythme, c'était relativement simple, c'était puissant, c'était fort. I'm a real dude. Il est né sourd, mais ça ne l'a jamais arrêté. Aujourd'hui, à 33 ans, c'est une star mondiale du rap. Son nom de scène, Signmark. They wanna know, how do I answer the phone and can I drive a car? How I get chicks in the bar? How do I wake up if I can't hear the alarm clock? What about communicating in the dark? Signmark vient de Finlande. Le rap, c'est son univers depuis l'adolescence. Cette musique, c'est plein d'attitude. Les clips en étaient remplis et j'étais vraiment impressionné par ça. À cette époque, quand je suis tombé amoureux de la musique rap et de la culture hip-hop, je ne pensais pas vraiment au fait que c'était de la musique black ou américaine. C'était de la musique. Aujourd'hui, c'est cette musique qui est devenue le langage de Signmark, le langage du changement. Devenu le premier rappeur sourd de l'histoire à avoir signé avec une grande maison de disques, Signmark veut casser les stéréotypes sur les sourds, une fois pour toutes. Le vrai nom de Signmark est Marco Voriaimo. Sa musique, son plaidoyer pour l'intégration, il les emporte partout autour du monde, comme ici, à l'Université du Minnesota, la dernière étape de sa récente tournée aux États-Unis. Sur scène, Signmark utilise le langage des signes pour le public sourd, alors que Brandon, son alter ego que l'on voit sur la gauche, chante pour les autres. Signmark nous parle grâce à un interprète. Il nous raconte qu'il avait 7 ans, lorsque pour la première fois, il a réalisé qu'il ne devait pas forcément rester coupé de la musique. Jusqu'alors, il s'était contenté de regarder ses grands-parents chanter les airs de Noël. Un jour de Noël, j'étais assis avec mes grands-parents et je les ai suppliés. Je leur ai demandé si je pouvais essayer de signer leur chant de Noël. J'ai donc demandé à ma grand-mère de me regarder lorsqu'elle chantait. J'ai lu sur ses lèvres et j'ai copié ce que je pouvais pour le traduire de mon mieux en langue des signes. Et je l'ai signé pour mon père et ma mère. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la musique. Aujourd'hui, voici comment Signmark travaille. Il écrit d'abord un message ou une histoire. Brandon en fait des paroles de chansons en anglais, alors que Signmark élabore le langage des signes correspondant. Il n'y a qu'une prise. Les paroles en anglais et la langue des signes doivent rimer. Et la rime, en langage des signes, a ses propres règles. Le langage des signes a 4 paramètres. 1. La forme. 2. Le mouvement.
3. L'orientation de la paume de la main. Et 4. Le placement. So even when the world comes crashing down, even though my luck will turn around. Dans la langue des signes, les rimes sont visuelles. La rime est créée non pas par le même son, mais par la même forme. Exemple, le doigt pointé. Cela veut dire s'ennuyer. Si je change le placement du mot ennuyer, je dis sérieux. Ça, c'est une rime. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message, sensing when missing. Can this be the Saïd Mark end participe of aussi à la rythmique et à l'instrumentation de chaque morceau. Il a forgé ses goûts en regardant des clips sur la chaîne MTV Music quand il était plus jeune. J'observais par exemple un joueur de violon, à quoi ressemblait son visage, ce qu'il faisait, et ça m'a donné quelques indices sur la musique. Sur scène, c'est vraiment important d'avoir une bonne basse. Comme ça, je peux sentir le rythme qui bat. Saïd Mark ressent les pulsations par les pieds. Je travaille avec Brandon, je peux lire sur ses lèvres pour voir où il en est dans la chanson et on s'ajuste l'un à l'autre. Il peut voir mes signes et on s'ajuste. Des paroles et des signes, un langage que Saïd Mark a aujourd'hui réussi à faire entendre dans les 5 continents. Des concerts, il en a fait en Éthiopie, au Royaume-Uni, au Japon. Mais le chemin a été long. La vie de Saïd Mark a été jalonnée de moments de découragement dès le plus jeune âge. Moi, je voulais être un artiste et tout ce que mes professeurs disaient, c'était « Bon, je comprends que tu aies des rêves, je comprends que tu aies une passion, et c'est super, mais tu dois comprendre et accepter que tu es sourd. » Beaucoup de personnes m'ont poignardé dans le dos. Beaucoup de personnes ont essayé de me tirer vers le bas. Beaucoup de Finlandais, d'artistes bien entendants qui sont irrités de me voir voyager dans le monde, de voir mon succès éclater. Beaucoup de gens sont amers à cause de ça. Ceux qui me disaient d'arrêter n'ont fait que renforcer ma détermination. Cela m'a donné envie de parier, de faire les choses bien et de prouver qu'ils avaient tort. Et je l'ai fait. Il touche réellement des milliers de personnes avec son message. Charles Radcliffe travaille au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies à New York. Pour lui, Saïd Mark contribue à un changement global des mentalités, comme une révolte contre l'exclusion dont souffrent les handicapés, exclusion du travail, de l'éducation, de la vie sociale. Ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est un phénomène que nous constatons depuis environ 2 décennies, c'est un changement dans les attitudes. Désormais, nous ne regardons plus ce qui ne va pas chez un individu, mais ce qui ne va pas dans l'environnement, et qui empêche la personne handicapée de jouir des mêmes droits que tout un chacun. Pousser les gens à modifier leur regard sur les sourds, c'est le but qui est au cœur des performances de Saïd Mark. Partout où il va, sur scène, il organise un événement qu'il appelle le cri silencieux, une leçon collective de langue des signes. Le message de Saïd Mark a une résonance particulière ici, à l'Université du Minnesota, qui a une longue tradition de soutien aux personnes sourdes et malentendantes. Parmi eux, TJ Middlebrook, étudiante en 3e année. Je pense que Saïd Mark est plus qu'excellent. Il représente ce dont quoi les sourds sont capables. Parfois, il se sous-estime, mais quand vous le voyez, quand je le vois, je réalise que le monde entier est là, dehors, et attend que je fasse quelque chose. Et je n'ai juste qu'à faire un pas en avant et pousser la porte. What y'all looking at? It is what it is. I'ma do me and you do you. Ha. Take it away. It's okay. It's okay.
Les deux albums réalisés par Saïd Mark à ce jour disent la même chose. Les personnes sourdes doivent repousser les limites. Okay. Yeah. Son dernier album, Breaking the Rules, est un défi assumé à tous les critiques qui ont douté de lui. Saïd Mark, we going up, not down. Un son et un ton bien différents du premier opus. Un album écrit principalement en finnois et qui s'appelait tout simplement Saïd Mark. L'un des clips a eu un écho particulier en Finlande, car il montre la face sombre de l'histoire des sourds dans ce pays au XXe siècle. Saïd Mark a découvert que de 1929 à 1969, les sourds étaient bannis du mariage par la loi. Dans son clip, il a reconstitué le cauchemar d'un couple de sourds à l'époque, leur interdiction d'avoir un enfant. J'ai brisé beaucoup de cœurs, fait pleurer beaucoup de gens avec cet album où il y avait beaucoup de rage et de colère. Je faisais ressortir sur la place publique une grande part de l'histoire des sourds. C'est à partir des années 30 que des femmes sourdes ont été stérilisées en Finlande. Combien ? Personne ne sait. Une politique influencée par des théories eugénistes, pseudo-scientifiques, selon lesquelles la race finlandaise dégénérerait si les handicapés étaient autorisés à procréer. Mais pour Saïd Mark, les batailles à mener ne sont pas seulement celles de l'histoire, du passé, mais surtout celles du présent. Il demande à chacun de bien réfléchir à la façon que l'on a de regarder les personnes sourdes. La surdité est-elle un handicap ou bien autre chose ? Ma seule aide est vraiment celle d'un interprète. Mais l'interprétation reste un langage, ce n'est pas une aide en soi. Si vous connaissiez le langage des signes, je n'aurais pas besoin d'un interprète ici, n'est-ce pas ? Donc, suis-je un handicapé ou simplement une minorité linguistique ? Choisi par le gouvernement finlandais comme représentant spécial des personnes handicapées, Saïd Mark fait partie du groupe de travail qui élabore la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Sa priorité, faciliter l'accès pour les sourds dans tous les domaines. Tout est accessible, il suffit juste de se lever et de se battre pour. Si vous ne le faites pas, ça ne vous viendra pas sur un plateau d'argent. Il faut vous battre pour l'avoir. Les gens ont besoin de commencer à regarder les autres comme des êtres à aimer. Et j'espère que ces gens auront cela dans leur cœur très bientôt. Ils sont nombreux les militants à espérer, comme Saïd Mark, que ce jour viendra vite pour les quelques 70 millions de sourds dans le monde. Des sourds qui veulent être traités en égaux, déterminés à vivre à plein volume. Nous sommes tous humains, c'est le fil qui nous relie tous. Take it away, hey. On y a vu se perpétrer l'un des pires génocides de l'histoire, le Rwanda. Un pays qui se reconstruit peu à peu, une économie qui émerge, une société qui se répare. Et cela, en grande partie, grâce aux femmes. C'est l'une des forces du Rwanda aujourd'hui. Lever du jour sur la rivière Nyabarongo. Nous sommes près de Kigali, la capitale du Rwanda. La population s'affaire déjà sur le pont. Cette même rivière fut autrefois le théâtre des pires horreurs. C'était en 1994, pendant le génocide. Là, les milices Hutus déversaient une grande partie des corps de leurs victimes. Environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés, massacrés par ces milices Hutus.
durant les quelques 100 jours que dura la terreur. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, le Rwanda continue d'enterrer ses morts. Une nation toujours en deuil, qui cherche à écrire le mot fin. Direction le sud de ce petit pays d'Afrique de l'Est. Une cérémonie. Une sépulture, enfin, pour près de 25 000 des Rwandais tués. 5 seulement ont pu être identifiés. Les autres resteront anonymes, pour toujours. Comme tout le monde ici aujourd'hui, Esperanza Muiza a perdu des proches pendant le génocide. Comme tout le monde ici aujourd'hui, elle est là pour leur rendre un dernier hommage et se tourner vers l'avenir. L'avenir. Dès les premières années qui ont suivi le génocide, le Rwanda s'est attelé à le construire. Et le pays a émergé comme l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Le taux de pauvreté y a baissé de plus de 10% au cours des 5 dernières années. Et plus de 90% des enfants sont inscrits à l'école primaire. Mais le Rwanda s'est engagé dans une transformation qui va bien au-delà de l'économie. Alors que toutes les formes de pouvoir étaient traditionnellement dominées par les hommes, le pays s'est tourné vers les femmes pour refonder sa politique et ses lois. Le Rwanda est le pays qui a aujourd'hui le taux le plus élevé au monde de femmes parlementaires. 56% des députés du pays. Parmi elles, Esperanza Muiza, une femme fière de participer à la transformation de sa nation. Quand les hommes étaient plus majoritaires, on avait des problèmes à faire passer quoi que ce soit qui concernait le genre, quoi. Mais maintenant, avec ce nombre, on a une voix plus haute qu'avant. Dans la tradition rwandaise, la femme ne jouait pas des rôles supérieurs dans la politique. La femme devait rester à la maison, la femme devait élever les enfants. Mais maintenant, tout le monde voit que la femme et l'homme, ils sont au même pied d'égalité en ce qui concerne le travail de bureau, que ce soit dans la politique. La femme et l'homme se complètent maintenant. Nos filles qui sont déjà à l'école primaire, secondaire, ils ont aussi l'envie de venir au Parlement. Amen. Parce qu'ils se disent, il y a beaucoup de mamans là-bas, si elles ont fait ça, nous aussi on peut le faire. C'est déjà un pas. Le Rwanda fait les choix qui ne peuvent conduire qu'à une stabilité, ne peuvent conduire qu'à la paix, à la consolidation de la paix. Aurélien Agbenansi est l'ancien chef de l'Organisation des Nations Unies au Rwanda. Pourquoi? Les principes de bonne gouvernance. Le fait de responsabiliser les femmes, de les autonomiser, d'en faire des partenaires réels dans un processus de développement. Le fait de créer des opportunités pour les jeunes, de favoriser la croissance du secteur privé. Et surtout, cette culture de la redevabilité. Il n'y a sans doute pas d'exemple plus frappant de cette transformation que ceci, ce qui se déroule chaque dernier samedi du mois, dans tous les villages. Les Rwandais appellent cela Umuganda, traduction « travailler ensemble ». Umuganda, c'est la participation de tous à des travaux communautaires pour le bien du pays tout entier. Ce samedi-là, Esperanza, notre parlementaire, a rejoint sa communauté. Elle enlève les herbes pour dégager un nouveau sentier. Une fois le travail terminé, tout le monde se regroupe. Chacun parle des problèmes qui le concernent. Comment, par exemple, accroître la place des femmes du Rwanda dans le processus de transformation du pays?
Nous devons faire attention, être là pour la famille, surtout pour les femmes. Cela veut dire que vous toutes, les femmes leaders, vous êtes soutenues par ces hommes. Le pays tout entier doit vous soutenir. Le Rwanda vous soutient. Dans leur chant, un nouveau Rwanda qui se dessine. Un Rwanda qui se reconstruit. Ensemble. Nous vous emmenons maintenant dans les Andes, en Bolivie. À plusieurs milliers de mètres d'altitude, les conditions de vie sont extrêmes et les ressources rares. Depuis toujours, la population a pu compter sur un animal, l'alpaga. Mais pour assurer sa survie, elle doit aujourd'hui préserver et développer cet élevage. Regardez. Les hauts plateaux de Bolivie. Voici l'offrande des guérisseurs Kayawala à leur dieu, pour protéger leurs troupeaux. Car les alpagas et les lamas, domestiqués il y a des milliers d'années, sont aujourd'hui leur seule source de revenus. Explication de l'éleveur Rufino Quispe. Nous sommes à 4400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous pouvez voir que c'est désert. Il n'y a pas beaucoup de pâturage et ce n'est pas possible de planter des cultures à cause du gel. Donc la seule chose à vendre, c'est l'alpaga. Avec le soutien du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole de l'ONU, de nombreux agriculteurs modernisent aujourd'hui leur méthode d'élevage d'alpaga, à la fois pour protéger leurs principales ressources, mais aussi pour répondre à la demande mondiale croissante de laine d'alpaga. Guillermo Villamelo, du FIDA. Pour les marchés, il est important de générer des volumes et de haute qualité si l'on veut négocier un bon prix. Si nous n'améliorons pas les méthodes de production, tous ces agriculteurs vont migrer vers les ghettos pauvres de la ville. En 2007, le FIDA et le gouvernement bolivien ont lancé un projet de plusieurs millions de dollars pour aider ces milliers d'éleveurs. Ce qu'ils ont dû apprendre, par exemple, c'est la façon d'améliorer la continuité génétique et la santé de leurs troupeaux. Le savoir des Kayawala en herbes médicinales a même été utilisé pour traiter les parasites de l'estomac. Justo Apaza Mamani a été l'un des premiers de sa communauté à être convaincu que les alpagas et les lamas pouvaient représenter l'issue pour sortir de la pauvreté. Je me demandais pourquoi dois-je vivre dans une pauvreté extrême. Souvent, nous n'avons rien à manger. J'ai parlé à mon père et je lui ai dit pourquoi ne pas acheter d'autres animaux avec de meilleures perspectives économiques. La famille de Justo a alors commencé à élever ses alpagas en compagnie d'autres variétés supérieures du Pérou afin de créer un troupeau plus sain. Justo a également sélectionné des animaux pour leur fourrure, une laine blanche. Il s'est rendu compte qu'elle se vendait à un meilleur prix sur le marché. La première fois que nous avons vendu 25 alpagas mâles, mon père a reçu une valise pleine d'argent. Il ne pouvait pas le croire. Nous sommes rentrés à la maison et je suis allé faire paître les animaux. Quand je suis revenu dans l'après-midi, mon père était encore en train de compter l'argent. Alors il a compris qu'élever les alpagas, c'était une bonne affaire. De nouveaux marchés, de nouveaux produits. Beaucoup pensent que les populations qui y vivent ici depuis des milliers d'années ont un avenir ici, dans les hauts plateaux des Andes. Une réponse à leurs prières, disent les Kayawala. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legré de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.